Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur France 3 Languedoc-Roussillon. Voici les titres de votre journal. Ouverture du Salon de l'Agriculture à Paris, plus de 4000 animaux et 1000 exposants. Le président de la République y a passé la journée. Il a pu échanger avec des agriculteurs parfois virulents. Comment aider les scientifiques dans un esprit de protection de l'environnement grâce aux sciences participatives? Nous verrons l'exemple des sentinelles de la mer à Frontignan. Et puis nous terminerons avec ce match au sommet de la Pro D2. L'USAP assoit sa place de leader en décrochant la victoire in extremis 22-20. Mais d'abord, 5e jour de grève pour le personnel de l'hôpital de Lodève. Au centre de ce conflit social, nous vous en parlions cette semaine, la réorganisation du temps de travail souhaitée par la direction. Pour sensibiliser la population, les grévistes n'ont pas hésité à se rendre au marché de Lodève. Luc Almels, Juliane Paul. L'hôpital local est en grève, messieurs, dames, pour la qualité des soins. Installés au cœur du marché ce matin, les agents hospitaliers en grève invitaient les passants à signer une pétition de soutien. Et la liste des paraphes s'est sérieusement allongée. À ce jour, près de 1000 signatures ont déjà été recueillies. Je signe pour que les soins soient toujours de qualité, pour que le personnel soit disponible, pour que les personnes âgées qui sont dans les maisons de retraite à l'hôpital, entre autres, on puisse faire de l'animation, que la douche régulièrement, que c'est tous les soins qu'il faut, quoi. On nous parle beaucoup d'attractivité, de qualité des soins, mais en fait derrière il n'y a aucun moyen qui est mis en place. Donc en fait c'est la suppression de la masse salariale, il n'y a que ça qui compte dans les hôpitaux. Et malheureusement après on se retrouve avec du personnel en difficulté. L'origine du conflit est la réorganisation de leur emploi du temps. Elle conduirait selon eux à une dégradation des conditions de travail et au final à des soins au rabais. Je leur explique qu'on nous demande la même quantité de soins, la même qualité de soins en 1 heure de moins. Et ils comprennent très bien que ce n'est pas possible. C'est le résident, c'est l'usager qui va souffrir énormément. On n'est déjà pas dans la qualité du soin qu'il faudrait. Donc demain, c'est impossible de faire ce qu'ils nous demandent. Depuis mardi, le dialogue est rompu avec la direction. Les agents restent déterminés. Ils vont multiplier les actions dans les prochains jours. Pendant le mouvement, la continuité des soins est assurée à l'hôpital. La société gestionnaire Socodéi comparaissait hier au tribunal de Nîmes après le drame de l'usine Centraco en 2011 qui avait fait 1 mort et 4 blessés. La décision a été mise en délibéré au 16 mars prochain. Le point avec Christophe Chassaigne, Caroline Agulot et Sylvie Bonnet. Un phénomène semblable à celui d'une cocotte minute. Selon les experts interrogés hier par la présidente du tribunal correctionnel, le four de fusion des métaux de l'usine Centraco a redémarré trop fort et trop rapidement ce 12 septembre 2011. Le conducteur du four a commis l'erreur de demander aux fondeurs José Marin et David Stampen d'aller voir ce qu'il se passait. Le premier a été tué par l'explosion du four, le second brûlé à 85%. Cet accident semblait prévisible et le tribunal s'est donc attaché à définir les responsabilités de chacun. Pour le procureur de la République, les responsables de la Socodéi, propriétaire de l'usine, ont fauté par négligence, manque d'instruction en cas d'urgence, manque de formation des fondeurs. Le magistrat a requis 300 000 € d'amende pour homicide et blessure involontaire. Les diverses indemnités accordées aux victimes devraient se chiffrer en millions d'euros. Le tribunal rendra sa décision le 16 mars prochain. À Nîmes toujours, environ 40 militants du réseau Éducation sans frontières se sont rassemblés ce matin devant le centre de rétention administrative pour dénoncer la procédure d'évaluation appliquée aux jeunes étrangers en situation irrégulière. Les manifestants réclamaient la libération d'Ismaël, jeune Guinéen arrêté jeudi alors qu'il vit à Nîmes depuis 2016. Écoutez Roger Mathieu, responsable du réseau Éducation sans frontières du Gard, au micro d'Esmeralda Terpereau et de Christian Bestard. À travers Ismaël, c'est tous les autres qui arrivent, qui sont là. Je tiens à préciser que, alors avec des situations pas toutes les mêmes et assez particulières, mais il faut savoir que dans le département, il y a à peu près 400 jeunes mineurs, presque majeurs, qui sont en théorie sous la protection de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Et Ismaël a finalement été remis en liberté, mais il a reçu une obligation de quitter le territoire sous 7 jours. Les militants entendent contester cette décision devant le tribunal administratif.
Un peu d'histoire maintenant. Février 1939, des réfugiés espagnols fuient le franquisme. Près de 80 ans plus tard, à Saint-Laurent-de-Cerdan, plus d'une centaine de personnes ont marché dans leurs pas. Dans cette petite commune du Haut-Val-Espire et à quelques encablures de la frontière, 3 camps de fortune avaient été établis pour abriter près de 5000 personnes. Dorothée Béraud, Alain Sabatier. À quelques kilomètres de la frontière, ils marchent sur les traces de leurs grands-parents, des républicains espagnols fuyant l'Espagne franquiste. Affamés, blessés, transis de froid, entre 50 et 70 000 exilés arrivent, tel un raz de marée, sur la petite commune de Saint-Laurent-de-Cerdan. Parmi eux, l'arrière-grand-père de Jean-Paul Gambier. Mon propre arrière-grand-père a été interné ici, dans des conditions qu'on évoquait à l'instant, des conditions dramatiques, et que cet espace de mémoire, je voulais le marquer de ma présence. 3 camps de fortune seront alors dressés à l'entrée du village pour abriter une partie des réfugiés. Il faudra séparer les familles. Les femmes et les enfants, les vieillards, on les descendait jusqu'à Arles. Donc c'était le seul endroit un peu plus civilisé, quoi, je dirais, plus chaud. Et par contre, les hommes, on les laissait sur place parce que il y avait déjà, le littoral était tellement encombré qu'on n'allait pas envoyer tous les réfugiés hommes qui étaient là encore sur le camp. Une marche ponctuée de plusieurs arrêts pour rendre hommage à ces hommes et femmes qui ont subi les affres de l'histoire et d'une Espagne déchirée. Je suis d'une lignée, nous sommes d'une lignée qui ne courbe pas l'échine, qui pratique la fierté, qui recommence sans cesse des bouts de vie abandonnés. Aujourd'hui, je connais mon histoire, notre histoire. Un récit douloureux évoqué à travers ces photos d'archives exposées au musée du village. Nombreux celles et ceux qui, venus de toute la région, sont à la recherche d'un visage ou de la moindre trace d'un parent. Jean Redd, l'ancien maire de Bagnols-sur-Mer, est décédé hier à l'âge de 85 ans, une figure politique de la droite régionale et des Pyrénées-Orientales. Jean Redd a été conseiller général et surtout un élu emblématique de Bagnols pendant plus de 40 ans, maire de 1983 à 1995, puis de 2008 à 2014. Ça y est, il est ouvert. Près de 4000 animaux d'élevage sont présentés au Salon de l'Agriculture à Paris. Une ouverture marquée par la visite du président de la République. Julie Valin et Jacques Levé ont assisté à ce bain de foule. Voilà, la star de l'agriculture. Mais alors elle a toute la famille. Mon papa, Didier, papa. Bravo. Pas vraiment impressionné, Thibaut Dijol accueille le président Macron en toute simplicité. Les deux hommes ont discuté pendant une vingtaine de minutes. À la sortie, l'éleveur de Haute et son épouse sont plutôt contents. C'est un personnage qui est très abordable, je pense, très sympathique. Très sympathique, tout à fait simple. Et vraiment ravi qu'ils soient déjà venus nous voir. Même si Emmanuel Macron semble attentif à leurs inquiétudes, les agriculteurs ne se contenteront pas des sourires et des poignées de main. Ils ne veulent pas que les efforts qu'on leur demande soient balayés au profit de la concurrence étrangère. Nos animaux pratiquent la transhumance donc à la belle saison. L'hiver sont alimentés à base de foin dans les étables. C'est des choses qui sont relativement rassurantes. Alors aujourd'hui, une inquiétude peut naître effectivement quand on voit arriver ou qu'on nous parle de viandes qui peuvent venir de pays où est-ce que les pratiques sont beaucoup moins transparentes. Je crois que par rapport à ça, nos responsables doivent être vigilants, il faut être prudents. Et les éleveurs français demandent à ce qu'on reconnaisse l'excellence de leur travail. Autre revendication du monde agricole, les salaires qui stagnent depuis des années. On a des revendications déjà au niveau de nos salaires qui aujourd'hui ne sont pas à la hauteur des heures de travail et de la qualité de travail qu'on fournit. Je veux dire, quand on voit la qualité des bêtes qui sont ici, c'est quand même un énorme travail pour nous, éleveurs. Pour que le président de la République se rende compte des spécificités des races de montagne, ces éleveurs de l'Aubrac l'ont même invité à venir participer aux transhumances en mai prochain. Ils ont besoin de nos yeux et de notre bonne volonté. Je vous parle des scientifiques. Ils n'hésitent plus à faire appel à la participation du public pour alimenter leur base de données. Exemple, le réseau des Sentinelles de la mer. Karina Lazé et Olivier Brachard ont retrouvé un groupe de bénévoles sur la plage des Aresquiers ce matin à Frontignan.
Aujourd'hui, on va partir à la recherche des organismes de la laisse de mer. La laisse de mer, en fait, c'est un écosystème et en fait, c'est tout ce que la mer va venir laisser sur la plage. Chacun va prendre une petite boîte, on se met par groupe. Des coquilles d'huîtres, un galet poli par la mer, une plume d'oiseau, un bâton de glace. Eh oui, c'est pas exactement ce qu'on recherche, mais quitte à être là. Donc, ce programme de sciences participatives biolites qui a été créé par l'association Planète Mer. Donc, c'est un programme qui est national et en fait, voilà, toutes les données qui vont être récoltées aujourd'hui vont directement alimenter les bases de données des scientifiques de Planète Mer. Un peigne de sirène. Il y a pas mal de petits trésors. Ouais. Comprendre ce qui nous entoure, des choses auxquelles on ne porte pas forcément attention en allant sur la plage. Déjà sortir sur la plage un samedi matin en plein hiver et avoir un autre regard sur le littoral qui nous entoure. En fait, ce sont des gorgones. Ici, on a des gorgones rouges et des gorgones blanches. À travers les branches de la gorgone. Je ne suis pas du tout scientifique en soi, mais ça peut être fait par n'importe qui. C'est ça qui est intéressant. On prend en photo nos petites trouvailles de la matinée pour pouvoir les envoyer du coup sur le site de Biolite pour que les scientifiques puissent faire leurs observations à partir des relevés qu'on a fait aujourd'hui. Alors, ce qu'on va faire peut-être, c'est un peu notre rôle à chacun, en tant que citoyen, de participer un petit peu à ceci. Entre sport et solidarité, la 3e édition de la course Envolez-vous à Montpellier. Objectif, lever des fonds pour financer du matériel de sport adapté aux personnes handicapées ou tout simplement des sorties. Reportage signé Florie Castin et Guillaume Souda. 2 et 3. Dossard épinglé et ceinture sanglée, bientôt prêt pour la course en joëlette. Avec 2 participations déjà, Raphaël et Rodé. Sur les 11 km, on va se relayer tous les 500 mètres parce que c'est physique quand même. Le lendemain, on a des courbatures comme si on était monté au Pic Saint-Loup en courant, quoi. Avant le top départ, dernière recommandation. Donc à l'arrière, on maintient l'équilibre et devant, on est là juste pour la trajectoire. Mais toujours à fond. Pas. Et à fond si tu veux. Ah ben là, on est en première ligne, donc on va essayer au moins d'être devant et premier pendant 10 mètres. Après, voilà, c'est l'esprit pour s'amuser. On est là pour profiter et pour faire profiter aux personnes de cette belle course. Pour la 3e édition de Envolez-vous, environ 300 coureurs ont chaussé leurs baskets pour la bonne cause. Ce qu'on va voir sur les courses, c'est de faire participer des personnes en situation de handicap, quels qu'ils soient, notamment des personnes en situation de grande dépendance, qui font en sorte qu'elles fassent partie de la vie de la cité, comme tout à chacun, et qu'elles puissent profiter de l'événement au milieu de tout le monde. Une manifestation encadrée par 8 secouristes, tous bénévoles. Une économie de quelques centaines d'euros pour l'association Envol. C'est une course solidaire et ça nous tient à cœur d'être présents avec eux pour qu'ils récoltent un maximum d'argent pour offrir du matériel de sport adapté aux personnes en situation de handicap. Comme des joëlettes à 3 500 € ou des sorties à la patinoire en lugiglace. Ça fait du bien, on ne se sent pas sur notre fauteuil, on se sent libéré. À la fin de la journée, près de 1 500 € seront récoltés pour permettre quelques instants de bonheur. Rugby, Montpellier s'en sort bien face à Bordeaux. Le MHR, longtemps mené sur son terrain, s'est finalement imposé de justesse 11-10 face à l'Union Bordeaux-Bègles. Montpellier arrache la victoire grâce à cet essai de Jean Serfontin à la 61e minute. Le MHR conforte ainsi sa première place du top 14. Et puis Montauban, 2e du championnat de Pro D2, a reçu Perpignan au stade de Sapiac. Le match a tenu toutes ses promesses. C'est dans les dernières minutes et sur 3 actions que ce choc de la saison de Pro D2 a basculé. Perpignan a battu Montauban 22-20. Les temps forts avec Serge Dian. Après une première mi-temps sans relief, les supporters de Montauban passent par toutes les émotions. La seconde période débute par le contre de Fortunel devant le Catalan Selponi. Essai de Tupuola transformé
Les Verts mènent 17-8, semblent avoir le match en main, mais Perpignan est en pleine confiance après une série de 5 victoires consécutives. 60e, une longue diagonale du pied de Selponi trouve Acebes. Montauban ne mène plus que 20-15. Le sort du match se joue dans les 5 dernières minutes. Esclose prend un jaune pour ce plaquage haut. L'USM est réduite à 14. La cuvette retient son souffle quand Jérôme Bosviel tente une pénalité lointaine pour assurer la victoire. Le poteau relance, laissant et hors. Contre toute attente, Montauban craque à la toute dernière minute face à la détermination de l'USAP. Enzo Selponi aplati entre les poteaux. Perpignan s'impose 22-20 pour rester en tête du classement avant les 6 derniers matchs de la phase régulière. Montauban garde 2 points d'avance sur Mont-de-Marsan 3e. Les 2 premiers seront directement qualifiés pour les demi-finales de la Pro D2. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos éditions en langue régionale. Belle soirée sur France 3.